8 avril 1973. Dans une immense villa de Mougins, le cœur de Pablo Picasso cesse de battre. Il avait 91 ans. À cet instant, le monde de l'art pleure un génie. Mais derrière les murs de la villa, une toute autre tempête se prépare. Une tempête qui va durer 6 ans, déchirer une famille, mener malheureusement à des suicides et forcer l'État français à revoir ses propres règles. Quand Pablo Picasso s'éteint, il laisse derrière lui un trésor de guerre hallucinant. 45 000 œuvres, des châteaux, des lingots d'or, des millions en banque. Malgré cette fortune, il manquait le plus important. Il n'y a pas de testament. C'est un vide juridique absolu. Pas de testament, pas d'inventaire, aucune stratégie, rien. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler peinture, mais on va bien parler d'argent. Et vous allez comprendre comment une fortune peut se transformer en prison dorée pour votre propre famille si on ignore les règles du jeu. Avant d'entrer dans la villa de Picasso, je dois vous donner les clés pour comprendre ce qui va suivre. En gestion de patrimoine, on pense que la richesse est le montant total de ce que l'on possède. C'est pas tout à fait vrai. Le vrai cœur d'une succession, ce n'est pas la valeur, c'est la liquidité. Imaginez que votre patrimoine tout entier repose sur un diamant unique, de la taille d'une orange. Sur le papier, vous êtes richissime. Mais le boulanger ou le fisc, eux, ils n'acceptent pas la poussière de diamant. Ils veulent des euros. Et vous ne pouvez pas en couper une tranche sans détruire sa valeur. Vous êtes donc coincé. Immensément riche, mais incapable de payer la moindre facture. Et c'est exactement ce qui guette les patrimoines lourds, qui sont concentrés sur l'immobilier, les entreprises ou les œuvres d'art. Le fisc, lui, ne veut pas de briques ou de toiles. Il veut des euros. Et il les veut vite. Si vous n'avez pas prévu la pompe pour extraire du cash de vos actifs, votre patrimoine se retourne contre vos héritiers. Alors revenons à notre artiste. Il avait une superstition et il pensait que faire un testament, c'était éviter la mort. Résultat, il a tout gardé. Il ne vendait presque rien, il stockait dans ses différentes maisons. On ouvrait des pièces qui n'avaient pas été visitées depuis 20 ans, remplies du sol au plafond, de chefs-d'œuvre, de liasses de billets et même de simples cailloux qu'il trouvait jolis. Quand il meurt, sans testament, la loi s'applique par défaut. Et la loi française impose ce qu'on appelle l'indivision. Donc tout appartient à tout le monde. Imaginez un gâteau. Tant qu'on n'a pas coupé les parts, chaque miette appartient théoriquement à tous les héritiers en même temps. Personne ne peut vendre un tableau pour payer les factures sans l'accord des autres. Et chez les Picasso, les autres, c'est compliqué. D'un côté, il y a Apollo, le seul fils légitime, né de son mariage avec la danseuse russe Olga. Et elle quitte Picasso quand elle découvre que celui-ci a mis en scène sa maîtresse. Elle veut divorcer, mais Picasso refuse catégoriquement. Pas par amour, mais par pure cupidité. Il était marié sous le régime de la communauté universelle, et si Picasso acceptait le divorce, il devait légalement donner à Olga la moitié de son patrimoine. Donc il a préféré rester marié de force et vivre séparé plutôt que de voir partir 50% de sa richesse. Olga finit par mourir en 1955. Et de l'autre côté, il y a les enfants nés hors mariage. Maya, la fille de Marie-Thérèse Walter, la première maîtresse de Picasso, elle avait 17 ans et lui 45, ainsi que Claude et Paloma, les enfants de François Gillot. Elle avait 21 ans et lui 61. C'est la seule femme qui a osé quitter Picasso, et celui-ci, furieux, lui a dit « On ne quitte pas un homme comme moi ». Il lui a fait la guerre toute sa vie en essayant de briser sa carrière d'artiste. Un shit-type. Bon, et quitte à y être, je vous fais tout le monde. Il y a aussi les petits-enfants, Marina et Pablito, c'est les enfants de Polo. Ils vivent dans une précarité financière incompréhensible pour des héritiers directs. Tenus à distance et souvent humiliés par leur grand-père, qui les laissait parfois attendre des heures à la grille. Et enfin, il y a la dernière épouse, Jacqueline Roch, la gardienne du temple. Elle a 45 ans de moins que lui, elle l'a épousé dans le plus grand secret. C'est elle qui gère l'accès au maître. Et elle a progressivement coupé les ponts avec le reste de la famille pour l'avoir à elle seule. Alors si on revient à Maya, Claude et Paloma, pour nous ce sont juste ces enfants hors mariage. Mais en 73, la nuance est assez brutale. Comme ils sont nés alors que Picasso était encore marié à Olga, la loi les qualifie d'enfants adultérins. En 73, le code civil français est impitoyable. C'est l'héritage direct de Napoléon qui a écrit ce code avec une idée fixe. La famille légitime et la patrie d'abord. Il distingue le sang noble, l'enfant légitime donc, comme Polo, du sang trouble, les enfants adultérins. La loi de l'époque protège le mariage sacré. Un enfant adultérin est juridiquement un paria. Il n'a donc droit à rien dans l'héritage. Mais Maya, Claude et Paloma, les enfants illégitimes donc, refusent de se laisser faire. Et une brèche vient tout juste de s'ouvrir. Une loi votée à peine 1 an avant la mort de Picasso permet à des enfants illégitimes d'être reconnus. Donc les enfants utilisent cette toute nouvelle loi pour bloquer la succession et lancent un procès historique pour forcer la République française à les reconnaître. C'était un combat difficile car l'entourage officiel et l'administration n'étaient pas encore habitués à cette légalité. Ils finissent donc par gagner en 74, mais la victoire est assez amère. Ils obtiennent le statut d'héritier, certes, mais avec une demi-part. À l'époque, un enfant adultérin ne valait littéralement que la moitié d'un enfant légitime.
Et ce n'est qu'en 2001 que la France sera forcée d'accorder l'égalité totale. Mais en 73, c'est cette demi-reconnaissance qui permet enfin de débloquer la succession. Donc tout ce beau monde se déteste, certains ne se sont jamais parlé, et pourtant ils se retrouvent tous copropriétaires de la plus grande collection d'art privé au monde. Maintenant que l'on sait qui sont les héritiers, il faut savoir de quoi ils héritent. Je fais une petite parenthèse ici, Picasso était espagnol. Mais en droit fiscal, ce n'est pas le passeport qui prime, mais le lieu de vie habituel. Et comme il vivait en France depuis des décennies, l'intégralité de son patrimoine mondial tombait sous le coup de la loi fiscale française. Donc pour savoir quelle part du gâteau l'État va prendre, il faut savoir combien vaut le gâteau. Donc l'inventaire commence, il va durer des années. On découvre exactement 1885 tableaux, 1228 sculptures, 7089 dessins, 3222 céramiques et plus de 30 000 estampes. L'estimation finale, arrêtée à l'époque, s'élève à 1,4 milliard de francs, soit une valeur ajustée à l'inflation d'aujourd'hui d'environ 800 millions d'euros. Et c'est là que le piège de la liquidité se referme. L'État français présente alors sa facture, et elle est salée. Pour vous faire réaliser la violence de l'impact, faisons calcul rapide avec les règles d'aujourd'hui. En ligne directe, le taux marginal d'imposition pour une succession grimpe jusqu'à 45% au-delà de 1,8 million d'euros. Cela signifie que sur les 800 millions d'euros de valorisation, l'État exigerait un chèque immédiat d'environ 360 millions d'euros. Donc imaginez, vous héritez de toiles de maître, mais la moitié appartient virtuellement au fisc. Et le fisc, lui, ne veut pas de pâture, il veut du cash. Et c'est colossal. Donc là, le principe que je vous ai donné tout à l'heure avec le diamant, il frappe de plein fouet. Les héritiers sont milliardaires, en peinture, mais ils n'ont pas assez de cash pour payer l'État. Alors on va voir comment ils s'en sont sortis. Mais vous voyez déjà la mécanique. Ne pas structurer, c'est laisser le hasard et le fisc décider à votre place. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Ça m'aide énormément. Allez, reprenons. Nous sommes face à un mur. Les héritiers doivent payer des centaines de millions de francs de l'époque à l'État et ils n'ont qu'une seule option classique, vendre les œuvres. Ça nous amène à un mécanisme assez triste, la destruction de valeur par la vente forcée. C'est une règle de marché basique. Si demain vous inondez le marché de l'art avec 1000 Picasso d'un coup, pour payer vos impôts, que se passe-t-il? Le prix du Picasso va s'effondrer, l'offre dépasse la demande. Donc vous vendez à perte. Mais le pire, c'est que l'impôt, lui, a été calculé sur la valeur avant la chute des prix. Donc c'est la double peine. Vendre pour payer aurait donc détruit l'héritage lui-même. C'est une situation de blocage total. Une crise systémique pour le marché de l'art et un drame pour la famille. C'est là que l'improvisation patrimoniale coûte le plus cher. Elle vous met le dos au mur. Face à cette impasse, une loi méconnue de 1968 va être utilisée et popularisée à une échelle inédite. Pour payer les droits de succession, les héritiers ont donc donné des œuvres à l'État. C'est une procédure possible depuis 68 et cela s'appelle une dation. Alors le principe il est assez simple. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai des trésors. Est-ce que l'État accepte-t-il d'être payé avec ces trésors? Avant cette loi, vous héritiez d'une collection inestimable sans avoir le cash pour payer l'impôt. Vous n'aviez pas le choix, vous deviez vendre, et souvent dans la précipitation et à l'étranger. Donc résultat, la France voyait son patrimoine artistique fuir vers les musées américains, et le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, va donc créer la loi qui porte son nom pour stopper cette hémorragie. Alors attention à ne pas confondre, ce n'est pas la célèbre loi Malraux de défiscalisation immobilière qui date de 1962. Ici, c'est une autre loi Malraux, celle de 68, dédiée spécifiquement à la dation d'œuvres d'art. Alors du coup, vous avez compris la dation, je suppose, c'est assez simple. C'est un mécanisme qui permet de régler une dette d'argent, donc les droits de succession dans notre cas, par un paiement en nature. Alors attention, c'est pas automatique, on ne peut pas refiler n'importe quelle croûte au fisc. L'État s'entoure d'experts et n'accepte que les pièces de haute valeur artistique ou historique. C'est les experts qui décident si l'œuvre mérite d'entrer dans les musées nationaux et à quel prix. Mais pour la succession Picasso, c'est un win-win historique. Sans cette loi, les héritiers auraient dû brader la collection et les œuvres seraient parties à l'étranger. Donc en résumé, Picasso meurt sans testament en 73. Et après 6 ans de bataille juridique, c'est en 79 que la fin de la succession est actée. C'est de là qu'en 85 est né le musée Picasso à Paris. Le musée n'a pas été créé par mécénat, il a été créé par nécessité fiscale. Les héritiers ont cédé des œuvres majeures pour régler une note, donc comme par exemple le portrait de Dora Maar, la Célestine ou l'homme à la guitare, et l'État les a exposés fièrement. Alors pour l'anecdote, une œuvre immense échappe totalement à ce partage. C'est Guernica. La famille ne l'a pas gardée et l'État français ne l'a pas eu. Alors pourquoi? Parce que Picasso avait confié la toile au MoMA de New York, avec une consigne stricte. Le tableau appartenait au peuple espagnol, mais il ne devait rentrer en Espagne qu'après le retour de la démocratie. Et donc sous-entendu la mort de Franco. C'est d'ailleurs l'ironie suprême de cette histoire, c'est finalement la seule espèce de testament qu'il aura jamais fait. Et les héritiers ont respecté cette volonté morale, le tableau a finalement quitté New York pour Madrid en 81, hors de toute logique fiscale. Alors ça semble être une happy end, mais n'oubliez pas le coût humain.
6 ans de bataille juridique, des frais d'avocat astronomiques qui ont grignoté le patrimoine. Et surtout, une série de drames irréversibles. Le jour des obsèques, Pablito, le petit-fils, se voit refuser l'entrée de la villa par Jacqueline. Elle avait progressivement coupé les ponts entre Picasso et ses enfants et ses petits-enfants, prétextant souvent qu'il fatiguait le maître ou qu'il ne venait que pour demander de l'argent. Et fou de douleur, le pauvre Pablito avale de l'eau de Javel et meurt après 3 mois de lente agonie. 4 ans plus tard, Marie-Thérèse Walter, la mère de Maya et maîtresse de Picasso, se porte incapable de vivre dans un monde sans Pablo. Et enfin, Jacqueline, la dernière épouse, épuisée par la guerre de succession, finira elle aussi par se suicider d'une balle dans la tête en 86. Donc la non-gestion a créé un chaos émotionnel que l'argent n'a pas pu compenser. Je fais une petite aparté, mais la leçon a fini par être retenue. En 2021, Maya Picasso, la fille qui s'était battue pour être reconnue en 73, a utilisé ce même mécanisme de dation, mais cette fois par anticipation. Voulant transmettre sa propre collection à ses enfants, elle devait régler une note fiscale colossale au titre des droits de donation. Et plutôt que de subir, elle a utilisé la dation pour payer l'État avec 9 nouvelles œuvres d'art majeures, dont l'Enfant à la sucette. Donc en 73, la dation, c'était un sauvetage désespéré. Et en 2021, c'est devenu un acte de gestion maîtrisé. La boucle est bouclée. Bon alors, ce n'est pas que l'affaire de Picasso qui a fait changer les lois, mais c'est pour des cas spécifiques comme le sien qu'elles ont été écrites. Le procès des enfants illégitimes a permis de largement rendre publique cette nouvelle norme et forcer les tribunaux et les familles à enfin reconnaître les droits de ces enfants illégitimes ou adultérins. Et le paiement en dation de la succession de Picasso a prouvé la pertinence de la loi Malraux, et au final, en plus de 50 ans, c'est toujours de la famille Picasso que vient la plus grosse dation. Alors, que devez-vous retenir de l'histoire de Picasso, même si vous n'avez pas 45 000 tableaux dans votre grenier? Si on analyse ce dossier avec notre casquette de gestionnaire de patrimoine, qu'est-ce qu'on voit? Alors, dans un premier temps, la confusion entre actifs et trésorerie. Picasso a accumulé des actifs illiquides, des tableaux et d'autres œuvres d'art, sans prévoir la trésorerie pour les protéger. C'est comme acheter un immeuble sans avoir de quoi payer la taxe foncière. Prévoyez de l'assurance vie ou des liquidités pour payer les droits, sinon vos héritiers devront vendre la maison de famille ou l'entreprise en urgence lors de votre succession. Le testament n'est pas une superstition, c'est un acte d'amour. Ne pas choisir, c'est laisser la loi choisir. Et la loi est aveugle aux sentiments ou aux compétences de vos héritiers. Organiser, c'est protéger. En ne désignant personne pour gérer, vous laissez la gestion à un tribunal. Un juge est compétent pour dire le droit, mais pas pour optimiser un patrimoine. Enfin, la fiscalité subie versus la fiscalité choisie. S'il avait créé une fondation de son vivant ou organisé des donations graduelles, la collection serait restée intacte et la charge fiscale aurait été lissée sur 20 ou 30 ans. Ici, la facture est tombée en un seul jour. La complexité familiale demande une structure juridique. Famille recomposée, enfants de lits différents, le schéma classique ne fonctionne pas. Il faut utiliser des outils comme des SCI, du démembrement, des holdings, pour séparer le pouvoir, donc qui décide, de la valeur, qui possède. L'État est un associé dormant de votre patrimoine. Il se réveille le jour de votre mort, et si vous ne discutez pas avec lui avant, via des structurations, il prendra la plus belle part de votre gâteau. Picasso disait « Je voudrais vivre comme un pauvre, avec beaucoup d'argent ». En réalité, il est mort en étant riche et a failli ruiner tous ceux qu'il aimait. Allez, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Et je vous retrouve très vite.